On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec notre invité exceptionnel, Michel Onfray. Bonsoir Michel. Bonsoir. Philosophe, ravi de vous accueillir dans cette émission. On va parler de l'actualité, de votre dernier livre aussi, Les raisons de l'art, une initiation à l'art de Lascaux à Kuhn. C'est absolument passionnant et extrêmement bien fait chez Albin Michel. On est aussi avec Louis de Ragnel. Bonsoir Louis. Bonsoir Chef Laurence. du service politique d'Europe 1. On va balayer évidemment avec vous l'actualité politique. Peut-être un mot du président Macron, Michel Onfray. Il a annoncé aujourd'hui depuis l'Élysée un plan de 30 milliards d'euros pour la France de 2030. Il se projette loin dans l'avenir. Et surtout, il a introduit une notion qui va évidemment, en tant que philosophe, vous intéresser, la notion d'humanisme. Écoutons le président. Je crois qu'en tant que Françaises et Français, on a une petite idée. Nous ne sommes pas le meilleur pays pour nous adapter aux évolutions du monde. Quand on nous dit qu'il faut faire cette réforme parce que les voisins l'ont fait, ça marche assez rarement en France. Je l'ai plusieurs fois dit, assumant moi-même de l'être, je suis le premier des Gaulois réfractaires. Mais nous n'aimons pas perdre le contrôle de nos vies individuelles et du destin de notre nation. C'est ça ce qui nous caractérise. Je crois profondément. Et c'est d'ailleurs constamment le message de la France au monde et la promesse de la France. C'est de défendre une forme d'humanisme. C'est de dire, nous, on a toujours choisi. On a choisi la liberté, les lumières, les droits de l'homme, l'exigence, même quand c'était des combats très difficiles. Nous avons résisté. Nous avons résisté aux folies du monde, même quand ça paraissait la vague dominante. Je crois que c'est ça ce qui est en cause et ce qui est en jeu pour 2030. Voilà pour Emmanuel Macron. L'humanisme, c'est ça la vocation universelle de la France, Michel Onfray ? C'est une bonne dissertation de classe terminale. C'est ça. On peut envisager. Vous avez 2 heures. Classe prépa, là, mais on n'y croit pas. C'est ça le problème avec Emmanuel Macron, c'est que moi, quand il dit quelque chose, j'attends toujours le lendemain qu'il ait dit le contraire, ou fait dire le contraire. On va avoir un ministre qui va nous dire très exactement le contraire. C'est son fameux en même temps. Donc, on l'entend dire des choses sur la colonisation, c'est un crime de guerre terrible, etc. Quelque temps plus tard, sur l'Algérie, il nous dit que c'est une rente mémorielle. Enfin, on a envie de dire, vous êtes où exactement ? Donc là, ce soir, il nous parle d'humanisme. Formidable. Mais c'est quoi l'humanisme ? Il n'a pas l'air de trop savoir. Ce sont les valeurs, il nous dit, les valeurs de la France. Lesquelles ? Les valeurs de la France. Il nous dit tout et n'importe quoi. Non, la France, ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il nous a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Donc après ça, il nous dit oui, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait des cultures en France, et puis etc. etc. Bon, c'est juste un garçon sympathique. On attend qu'il grandisse, et quand il sera un grand garçon et qu'il aura une pensée vraiment faite, construite et constituée, on pourra l'écouter. Mais est-ce que cette vision quand même qu'il développe pour la France, elle n'est pas constitutive, encore une fois, de notre nation ? On a des valeurs, elles ont rayonné dans le monde entier. On ne peut pas dire qu'elles rayonnent aujourd'hui dans le monde entier comme elles l'ont fait. Il se moque de la France. Il se moque de la France. Vous avez une vision très noire du président. Non, pas très noire, très lucide. Je pense que les gens qui ont voté le traité de Maastricht ont dit très précisément il faut nous diluer cette France dans un ensemble européen qui sera pour le coup une grande machine libérale dans laquelle finalement des technocrates vont faire la loi. Donc les Français, ça va bien, quoi. Ce sont des Gaulois réfractaires, les Français. Donc voilà, antithèse, deuxième partie de la dissertation, je suis le premier des Gaulois réfractaires. On aura une synthèse, hein, on l'attend, moi je l'attends avec une vraie gourmandise et une vraie curiosité, mais il n'est pas crédible dans le rôle de président de la République, ça va faire 5 ans. Quand on a des valeurs, on les montre. Quand on dit qu'on a des valeurs, on fait savoir lesquelles très précisément, mais les valeurs comme ça, en l'air, non, je dirais peut mieux faire. Alors, 8 sur 20. Je m'en sais vers Louis de Ragnel. Moi, j'avais une question à vous poser, parce que ce qui est intéressant, c'est que là, le président a parlé de réindustrialisation du pays, et vous déplorez très souvent l'effondrement de la civilisation occidentale, et donc notre pays, la France. Est-ce que son plan de réindustrialisation, est-ce que vous voyez quand même une intention, une volonté de la part du président, à travers la réindustrialisation du pays, justement, d'essayer de restaurer cette civilisation dont vous déplorez justement l'effondrement et la chute ? Non mais ça, ce sont 2 choses, et on ne décrète pas la réindustrialisation. On ne dit pas, on va réindustrialiser la France. Ah bon, comment ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Donc là, ce sont des belles propositions, mais il ne vous échappe pas qu'il est en campagne présidentielle. Donc ce sont des propos de campagne présidentielle. On va réindustrialiser la France, formidable. On va illustrer les valeurs de la France, formidable. On va faire de telle sorte que la civilisation ne s'effondre pas. D'accord, très bien. Mais ce qui m'étonne depuis des années, j'ai l'âge maintenant d'en avoir vu, mais c'est que les présidents de la République oublient qu'ils sont présidents de la République et ils nous tiennent des discours de campagne. On dit, mais moi je me souviens, Mitterrand, à un moment donné, on lui dit, mais il faut que vous sachiez quand même que vous n'êtes plus candidat, vous êtes président de la République. Chirac, même chose. Hollande, même chose. Macron, même chose. Puis au bout de 5 ans, ils nous disent, il me faudrait 5 ans, j'ai pas vraiment eu le temps. Là, il va nous faire le coup, du Covid. Il a quand même empêché le gouffre, ça aurait été formidable, c'est un grand homme. Les gilets jaunes, peut-être. Les gilets jaunes, bien sûr, vous avez raison. Vous lui accordez aucun pas le crédit d'une volonté Moi, je crois ce que je vois. Et pas ce que j'entends. C'est-à-dire que c'est le règne du mensonge, c'est le règne du verbe qui ne vaut plus rien, de la pensée, de la parole démonétisée, de la pensée vide et creuse. Moi, je juge désormais les gens sur les actes.
Et presque 5 ans d'actes d'Emmanuel Macron font la démonstration qu'il n'aime pas la France, il n'aime pas les Français, il aime le pouvoir qu'il a sur les Français. Il aime le pouvoir qu'il a sur la France. Et c'est assez souvent le cas. Vous savez, moi je connais des maires, des présidents de région, des conseillers généraux, je ne sais quoi. Ils aiment beaucoup moins leurs administrés que le pouvoir qu'ils ont sur les administrés. Alors il y a un moment donné où il faut les séduire, hein, il faut recommencer, il faut repartir pour un quinquennat. Mais en 5 ans, on a le temps de dire, ben non, moi je crois à cette civilisation et je vais le montrer. On s'en va pas partout dire qu'on est détestable, qu'on est haïssable, qu'on a fait que des choses terribles. Oui, on a fait des choses terribles, bien sûr, mais on n'a pas fait que ça. Aujourd'hui, un homme est mort, c'est le dernier compagnon de la libération. Moi, j'ai eu de la peine de découvrir cette information. Mais je me dis... Hubert Germain. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cet homme quand n'importe qui aujourd'hui a droit aux hommages aux invalides, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire pour cet homme? Qu'est-ce qu'on va inventer de plus ou de mieux? Moi, j'aimais bien Belmondo. Mais je dirais, il y a un moment donné, ce qu'on a fait pour Belmondo, c'est très bien, d'accord, mais on fait quoi pour Hubert Germain? C'est un héros, cet homme. Ça a été un homme fantastique, comme tous les compagnons de... Mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus maintenant? Et vous, du coup, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Dans ce que vous dites, c'est vous trouvez qu'il y a peut-être trop d'hommages nationaux, parce qu'on a l'impression... Oui. Depuis quelques mois, il y a énormément d'hommages nationaux, ça prend une ampleur considérable dans la population. Et est-ce que vous... Enfin, moi, je trouve qu'il y a deux sujets qui sont intéressants. C'est à chaque fois, ce sont des hommages militaires. Est-ce que, du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus que cette institution qui tient encore à peu près la route? Et puis la deuxième chose, est-ce que ça dit beaucoup de cette France qui regarde du coup beaucoup vers le passé, qui est assez nostalgique de tout ça? Je pense que l'armée française, elle obéit. Vous savez, il est le chef des armées, le président de la République. Donc je pense que les militaires n'ont pas grand-chose à dire. Je vous rappelle, au cas où vous l'auriez... Et sur la symbolique, vous pensez qu'Emmanuel Macron joue là-dessus parce que justement c'est une des dernières institutions qui représente encore quelque chose de grand aux yeux des Français? Moi j'étais la pauvre armée qui est tellement maltraitée. Enfin, on peut parler de l'armée si vous voulez, mais quand Belmondo est mort, moi je suis passé en taxi devant les Invalides et il y avait un grand écran dehors et puis il y avait une multitude de cartes de CRS parce que l'hommage, évidemment il était télévisuel, mais globalement on avait choisi les gens qu'il fallait choisir, quoi, les gens bien. Et puis de l'autre côté il y avait quoi, 200 personnes, 300 personnes dans la rue. Et puis après on nous fait une espèce de truc, on dit oh là là, c'est comme Bernard Tapie, vous avez vu les plans. Il faudrait qu'on fasse un jour une analyse de ce qu'est un plan d'un point de vue de la caméra. C'est-à-dire qu'il y a eu un hommage pour Bernard Tapie dans un stade de foot marseillais. Très bien. Mais il y avait peu de gens. Très très peu. C'est-à-dire quand vous regardez sur les bords, les cadres, il n'y avait pas grand monde, quoi. Il y avait foule. Mais il n'y avait pas plus de monde pour l'hommage aux soldats français qui a été tué au Mali non plus. Mais évidemment, parce qu'il y a des hommages pour tout le monde sans qu'on sache pourquoi, et puis comment ça se passe, qu'est-ce qui a lieu véritablement. Il y a un moment donné où il y a une époque, il voulait être Jupiter, Macron. Mais il faut être jupitérien. C'est-à-dire paroles rares, gestes rares, mais gestes profonds, gestes qui signifient véritablement. Si on met dans la cour des Invalides un petit crayon à papier avec un petit morceau de scotch sur le cercueil de Jean d'Ormesson, bon, d'accord, c'est bien, très bien, c'était très bien, Jean d'Ormesson. Mais c'est pas Malraux. Ou c'est pas Malraux avec Jean Moulin, il y a un moment donné où il faut faire attention, quand on utilise les symboles mal à propos, on ne peut plus jamais les utiliser. Qu'est-ce qui est grand quand tout ce qui est, je vais pas dire tout ce qui est petit, mais quand des gens qui ne sont pas grands méritent la panthéonisation? Aujourd'hui, c'est de la politique politicienne qui fait que on veut absolument sont panthéonisés. Tous les chefs de l'État veulent ça. Il y a un moment donné, on peut dire, mais Giscard, par exemple, n'a panthéonisé personne. Peut-être estimait-il d'ailleurs qu'à part lui-même, personne ne méritait la place. Mais je veux dire qu'il y a un moment donné où quand on panthéonise tout le temps, on panthéonise nulle part et jamais. Quand on célèbre tout le temps et qu'on donne les honneurs militaires à tout le monde, quand un homme comme Hubert Germain mériterait véritablement ces honneurs, peut-être les aura-t-il, mais... Il sera inhumé au Mont-Valérien, il y aura une cérémonie. Oui, parce que c'était le cas du dernier. Mais il y en a eu d'autres avant les derniers. On n'a pas été à la hauteur de ces grands hommes. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec Michel Onfray. On continue à évoquer l'actualité. On va parler de la droite qui tente de recoller les morceaux. À tout de suite. Des 48 mois, 40 000 km, premier loyer de 8 500 €, ramené à 0 €, bonus écologique et prime à la conversion déduit, offre à particulier jusqu'au 31 octobre, sous réserve d'acceptation crédit par, détail sur citroën.fr. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec Michel Onfray qui est avec nous, qui nous fait le plaisir de venir dans Punchline pour parler de son livre Les raisons de l'art. On va l'évoquer dans un instant. Louis de Raquenel est avec nous. On va s'intéresser à la droite, si vous le voulez bien, à Michel Onfray, et avec Victor Chabert qui est avec nous pour ce carnet de campagne. On va voir que les Républicains sont fixés, Victor. Xavier Bertrand sera bien candidat au Congrès pour l'investiture.
Oui, Laurence, désormais place au match. Les cadres du parti et les concurrents de Xavier Bertrand l'assurent. C'est une bonne nouvelle, comme Valérie Pécresse ce matin au micro européen d'Alexandre Chauveau. C'est effectivement ce que je souhaitais. Il faut jamais avoir peur de la démocratie en politique. Et donc, voilà, c'est une très très bonne nouvelle. Et ça permet enfin de commencer une vraie campagne sur le fond des sujets. Xavier Bertrand sait qu'on peut lui reprocher de ne pas avoir sa carte du parti auquel il demande de l'investiture, mais il assume, il ne la reprendra pas. Il répondait à nos confrères de Public Sénat à la mi-journée. J'ai quitté mon parti à l'époque, je m'en suis expliqué très clairement. J'ai pas quitté ma famille politique, j'ai jamais rejoint un autre parti, je n'ai jamais créé d'autre parti et moi j'ai pas trahi non plus. Non plus, une précision qui n'est pas anodine alors que Michel Barnier gagne en popularité auprès des militants et des élus qui saluent sa loyauté et sa fidélité aux Républicains. Certains partisans de Xavier Bertrand redoutent aussi que l'ancien négociateur du Brexit bénéficie du soutien de poids de Laurent Wauquiez. Ce dernier tient une rancœur tenace envers Xavier Bertrand qui a quitté le parti en 2017, le lendemain même de son élection à la tête de LR, dénonçant à l'époque des dérives. Les militants auront le dernier mot le 4 décembre. Les manœuvres, elles, ne font que commencer. Victor Chabert, Michel Onfray, la droite tente de recoller les morceaux. Va-t-elle y arriver? Est-ce qu'elle en a encore le potentiel idéologique, tout simplement? Utiliser des grands mots, là, idéologique. Faudrait-il encore qu'il y ait des idées, mais ce qui est assez singulier, c'est que tous ces gens-là se prennent au sérieux. Ça me paraît assez sidérant. Il y a des gens qui ont un passé qui est un passif, mais les passés de Pécresse et de Bertrand, c'est même rien. Qu'ont-ils fait? Ils font de la politique depuis 30 ans, 40 ans. Est-ce que leur nom est associé à quoi que ce soit? Vraiment? Une loi sur l'université pour Valérie Pécresse. Bien, qui a généré quoi? Ça a changé tout. On apprend des choses intelligentes à l'université. Elles sont autonomes, les universités. Oui, hein, c'est-à-dire qu'il faut tellement autonomes qu'on ne sait pas ce qu'on y apprend. trouvent leur argent et qu'elles n'en trouvent évidemment pas et que vous savez comment ça fonctionne. Hein. On va à l'université parce qu'on n'a pas pu aller ailleurs. On n'y va pas parce qu'on aime ça tellement que finalement on s'est interdit de grandes écoles et de classes prépa. Bon. L'idéologie de ces gens-là, mais c'est la même chose. Ils défendent la même chose. Ils défendent la même chose que Macron. Ils défendent la même chose que Hollande, ils défendent la même chose que Sarkozy, ils défendent la même chose que Chirac, ils défendent la même chose que Mitterrand depuis 1983. C'est-à-dire ? La même vision du monde, l'Europe, l'euro, le marché, le libéralisme, l'alignement sur l'OTAN, la détestation du peuple, l'idée qu'on peut, quand un référendum est perdu, dire on va leur passer par-dessus la tête et puis finalement on va demander au Congrès et on va donc l'Assemblée nationale et le Sénat et on va faire voter les députés, les sénateurs contre le peuple. Tous ces gens-là pensent ça. Ils pensent exactement la même chose. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui ont mis la France dans cet état-là et qui nous disent « mais moi j'ai une solution ». Mais la solution eût été de ne pas commencer par mettre un bazar pareil. Donc quand je vois ce Xavier Bertrand qui a l'impression qu'il est général de Gaulle, c'est sidérant. Zemmour dit « oui, à un moment donné, il me dit je suis pas à la hauteur, je le sais, mais les autres non plus ». C'est formidable quand même que le type arrive en disant je sais que je suis pas à la hauteur, mais les autres ne le sont pas non plus. Donc bon, ils vont se battre et puis on s'est bourré les urnes dans les partis. C'est fait pour ça un parti. Hein. C'est fait pour bourrer les urnes. Mais qui porte une idéologie aujourd'hui vraiment? Il y en a deux. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Il y en a franchement deux. Même Mélenchon, c'est-à-dire que Mélenchon sur la question de l'Europe, il a voté oui à Maastricht. Il a jamais dit qu'il fallait en sortir de cette Europe-là. Si, il y a Georgi Kousmanovic qui travaille avec nous à Front Populaire et qui est candidat d'ailleurs au présidentiel et qui lui a une position très chevènementiste, ça reste la mienne. Je veux dire, cette gauche antilibérale qui nous dit non, le libéralisme n'est pas l'horizon indépassable aujourd'hui et on a la possibilité d'avoir deux visions du monde, une qui nous dit bah oui la France ça existe encore et ne pas laisser le monopole de ce discours-là à Zemmour, après qui Marine Le Pen court et puis après qui Xavier Bertrand court. Il est très drôle que ce monsieur nous dise que son ennemi c'est Marine Le Pen quand en fait il dit des choses comme Marine Le Pen, pas comme Zemmour certainement, mais tout ça me fait rire parce que c'est une même vision du monde qui est opposée à ceux que j'appelle des souverainistes qui disent mais reprenons les choses en main pour pouvoir faire de la politique. Tant qu'on restera dans une configuration européiste, on ne pourra pas faire de politique. C'est-à-dire que tous ces gens nous mentent. Quand ils nous disent, il y a qu'un, on fera ceci, puis cela, etc. Vous ne pourrez pas, tant que vous n'aurez pas recouvré une autonomie, une indépendance, une souveraineté que vous avez perdue. Alors, Louis de Ragnel. Je voulais juste me faire un tout petit peu l'avocat du diable volontairement. Parce que, non mais vous êtes très dur contre toute la classe politique, là, quand on vous écoute, à part contre effectivement Éric Zemmour et puis quelques personnes auxquelles vous pensez assez précisément. Mais est-ce que vous n'avez pas une vision un peu trop romantique de la vie politique? Est-ce que vous placez pas des espoirs qui sont un peu inatteignables par rapport à la réalité de la vie politique telle qu'elle est? Vous avez sûrement raison. Vous avez sûrement raison, et ce sont mes limites, je les connais. Mais si le philosophe fait pas son travail de philosophe, si le philosophe commence à faire le travail des machiavéliens,
S'il commence à justifier le mensonge, le bourrage des urnes, la trahison, etc. Alors ça a toujours existé en politique. Alors, il y avait peut-être des plus grands hommes par le passé, oui. et je pense que vous faites référence à, je sais pas, à De Gaulle, même Pompidou, enfin plein. Non, pas Pompidou, pardon, De Gaulle. Mais je pense que vous avez plein d'exemples en tête. Mais est-ce que voilà, vous n'avez pas une vision peut-être un peu sublimée? Vous savez, De Gaulle, il s'intéressait, on le dit pas, mais dans tous les bouquins précis sur la manière de faire de la politique, il s'intéressait aux résultats dans les cantons, dans les circonscriptions. La petite politique l'intéressait également. Oui, mais parce qu'il s'occupait de la grande politique d'abord. Vous savez très bien, hein, le président préside, le gouvernement gouverne. Alors, il y a un moment donné, vous pouvez vous poser la question des élections. Vous savez très bien que le général de Gaulle, quand il s'est retrouvé en ballottage contre Mitterrand, s'est entendu dire par ses conseillers qu'il fallait faire savoir que Mitterrand avait eu la francisque, qu'il avait été pétiniste, qu'il avait travaillé pour Vichy, qu'il était maréchaliste, etc., etc. Et de Gaulle a dit pas du tout. Je n'utiliserai pas ce genre d'argument. Si cet homme devait être un jour chef de l'État, ça salirait la fonction. Vous vous rendez compte ? Donc ça veut dire qu'on pouvait faire de la politique comme ça. Et pourquoi ne pourrait-on pas encore faire de la politique comme ça? C'est-à-dire sans trahir, sans tromper, sans mentir, sans bourrer les urnes, sans faire savoir qu'on est soi-même le général de Gaulle ou qu'on est la réincarnation de Léon Blum, ou de Robespierre. Non, je suis sévère parce que les gens sont sévères. Parce que ça fait j'ai l'âge, quoi. J'ai 62 ans et j'en ai connu des présidents de la République qui nous ont promis des choses qui n'ont jamais été tenues. Et je vois, moi, des gens tristes, malheureux, effondrés, pas heureux, pas contents de voir ce que la France est devenue. Et j'en vois d'autres arriver en disant, mais vous savez, on va continuer le cirque. On va faire le même cirque. Ça donnera une abstention encore importante, vous pensez, même à l'élection présidentielle, qui pourtant est l'élection préférée des Français, sur laquelle ils se mobilisent normalement. Vous savez, c'est une espèce de goulot d'étranglement. Tout est fait pour qu'il y ait deux candidats, un bon et un méchant. Le blanc et le noir, Adolf Hitler et Jean Moulin. Donc on aura Macron, et puis je ne sais pas qui fera Adolf Hitler, ce sera ou Marine Le Pen ou Zemmour, ça peut être aussi Xavier Bertrand, mais si c'est Xavier Bertrand, ce ne sera pas le méchant, puisque finalement on dira bonnet blanc, blanc bonnet. Donc ce sera quoi, les deux mêmes faces? Ça continuera comme avant, on aura la même politique, le même monde, etc. Tout est fait pour qu'on amène des candidats, alors sauf si c'est le cas de Bertrand, mais on amène des candidats pas fréquentables, dit-on, au deuxième tour, en estimant que c'est l'effondrement, l'abomination de la désolation, etc. Puis après, les gens disent, ah bah non, j'ai pas voté pour Macron, j'ai voté contre Le Pen. Oui, d'accord, mais au bout du compte, on a voté contre Le Pen, puis on a eu Chirac, on a voté contre Sarko, puis on a eu Hollande, etc. Tous les gens qui votent contre finissent par voter pour le même projet de société. Moi, je vote plus, depuis un petit moment, disant, tant que la solution est déjà connue, je ne vais pas voter pour une élection dont on sait qu'elle est pliée. J'en ai gagné, vous savez, des bouteilles de champagne avec des copains quand je leur disais que je pouvais leur dire qui serait élu président de la République. Alors ? Je leur disais, ça va être un candidat qui défendra l'Europe de Maastricht. On se trompe jamais. Et ça fait des années que j'en gagne. J'ai une belle cave. Louis de Ragnel, sur l'abstention et le fait que les Français sont désabusés au fond de la politique. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, donc le constat très dur, on l'a évoqué, mais quelles sont les solutions je ne parle pas de solutions forcément pratiques. Vous savez, aux politiques, on leur demande toujours de nous expliquer comment ça va se fonctionner très, très concrètement. Mais d'un point de vue des ressorts profonds du pays, ça passe par quoi? On sait que vous êtes très sensible aux questions de culture. Vous avez créé il y a longtemps votre université populaire. Et pour vous, ça doit passer par la philosophie, la réflexion, l'instruction. Mais est-ce qu'il y a d'autres ressorts qui n'ont pas été exploités? Ou alors que, selon vous, je pense, vous seriez prêt à dire que l'État ou le système a délibérément tué un certain nombre de secteurs pour précisément empêcher les gens de penser? Non, moi je suis très girondin. C'est-à-dire que je ne crois pas au candidat, à l'homme providentiel, au candidat qui arriverait et qui dirait « moi je résous tout en 2 coups de cuillère à peau », etc. Ça c'est le vieux truc de Philippe le Bel. Il y avait déjà des Jacobins avant même les Jacobins, mais de Philippe le Bel jusqu'à Zemmour, rayons un peu, en passant par d'autres. Un certain général de Gaulle, le dernier pas avec ses propositions sur la régionalisation, il y a eu une hyper-centralisation et une hyper-déception. Moi je crois aux provinces, aux régions, je crois aux communes, je crois aux initiatives individuelles. Et ça, Emmanuel Macron dit la même chose que vous. Pas du tout. Ah si, le couple maire-préfet, les régions sont très importantes dans la gestion de la crise sanitaire. Moi, je ne vous ai pas parlé des maires et des préfets, parce que ça, c'est la façon qu'a l'État d'être présent dans les régions. Et moi, je demande qu'on laisse les régions tranquilles. Et je ne veux pas non plus que les présidents de région se prennent pour le général de Gaulle en disant « laissez-nous nos régions ». Jadis, comme Raffarin, Ségolène Royal ou Juppé, ils défendaient leur région pour pouvoir y être le roi. Ils voulaient être le roitelet dans leur région. Moi, je crois à une jeune génération. J'en vois plein, des jeunes passionnants, et qui ont compris qu'il ne fallait plus rien attendre de l'État, de la classe politique, justement des préfets, des maires, etc. Ils ne croient plus en tout ça. Mais en revanche, ils font des choses.
Il crée des choses, il crée des coopératives, des mutualisations, ils produisent des vins, des pommes de terre, des fruits, des légumes différemment. Ils organisent des maisons. C'est un projet de société. C'est un vrai projet de société, ça, au contraire. On continue à débattre de ce projet de société avec Michel Onfray et Louis de Ragnel dans un instant sur Europe 1. À tout de suite dans Punchline. 15%. N'imaginez plus et venez essayer la citadine électrique BMW i3 à partir de 195 € par mois. Exemple pour une BMW i3 Atelier avec majoration du premier loyer de 4 190 € après déduction du bonus écologique de 6 000 € et de l'aide à la reprise. Extension de garantie incluse, LLD 36 mois 30 000 km. Offre valable jusqu'au 31 décembre si accord par BMW Finance. Détails sur bmw.fr. 18h, 20h sur Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Michel Onfray, qui est notre invité exceptionnel, et Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Vous publiez ce livre, Les raisons de l'art, une initiation à l'art de Lascaux à Koun. C'est passionnant chez Albin Michel. Mais est-ce que l'art, pour rattacher ça à notre débat précédent, peut nous sauver notre société qui se délite, en tout cas qui se recroqueville? Est-ce que c'est une clé, une partie de la solution? Moi, je ne crois pas qu'on puisse sauver la société, ni la civilisation. Faut être clair. Elles sont perdues. Oui, mais ce qui me sidère, c'est que les gens n'y souscrivent pas. C'est un peu comme avec leur mort. Ils savent que depuis tout le temps, tout le monde meurt, mais pas eux. Et ils sont très étonnés de devoir mourir un jour. Tout le monde connaît Karnak, Lascaux, tout le monde connaît les pyramides, le Parthénon, et tout le monde sait que ces civilisations sont mortes. Si vous allez aujourd'hui en Égypte, personne ne croit à Horus. Et si vous allez à Rome, personne ne croit à Jupiter. Donc ces civilisations sont mortes. Mais la nôtre, non, elle n'est pas mortelle, elle ne mourra jamais. Pourtant, c'est une espèce de scie musicale. On fait ça en terminale quand on apprend Paul Valéry. Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels, etc. Mais on ne veut pas se rendre à l'évidence que notre civilisation est en train de mourir. Alors, pour répondre à votre question, moi je pense que ça permet de résister, mais sûrement pas de sauver la société. Je propose une spiritualité païenne, disons-le comme ça, non chrétienne, à partir des images, des icônes, à partir des images chrétiennes déjà du départ. Oui, c'est ça, parce qu'au départ, évidemment, tout était empreint de chrétienté. Oui, parce que vous savez, il y a un concile dans lequel... Alors parfois, les évêques ont bu un coup, ils ont été achetés par un autre qui leur amène un petit paquet d'argent. Des choses se décident dans des conciles qui sont majeurs et qui vont construire une civilisation. Et il y a un concile qui, à un moment donné, décide de la possibilité des images. On appelait ça les iconophiles et les iconoclastes. Les iconophiles aimaient les images, les iconoclastes détestaient les images. Il s'en est fallu de peu que notre civilisation soit iconoclaste. Les Juifs ont une civilisation iconoclaste, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'image, mais en même temps ils ont développé le génie de l'herméneutique. Et puis les musulmans ont une civilisation iconoclaste, interdiction de l'image, mais ils n'ont pas développé le génie herméneutique, puisqu'ils sont dans la répétition d'un texte qui a été dicté par Dieu. Nous avons eu les images, donc nous avons eu l'allégorie, le symbole, la métaphore, enfin on a toute une civilisation qui s'est construite là-dessus. Et je crée une université populaire, j'essaie, du moins, il va falloir trouver des mécènes et autres, mais dans mon village natal, à Chambois, dans l'Orne, pour faire une espèce d'éducation à l'image, mais en même temps à la spiritualité, en disant, vous n'êtes pas tenu de croire à la transcendance, à croire en Dieu, pas de croire en Dieu, pardon, mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe avec les œuvres d'art, et il faut les comprendre, les décoder. C'est une langue étrangère, l'art, et si vous apprenez la langue étrangère, vous la parlerez. Et c'est une langue étrangère qui marche tout le temps, c'est-à-dire aussi bien à Lascaux que Jeff Koons, puisque c'est le dernier que j'ai pris. Et les gens disent beaucoup de sottises sur l'art contemporain aujourd'hui, mais en même temps, ils ne sont pas initiés. Donc, mais parce qu'ils ne connaissent pas. Bien sûr. Je disais à mes élèves, moi j'ai eu 20 ans des élèves de lycée technique, si un Chinois rentre dans la classe et vous parle en chinois, vous n'allez pas dire ça ne veut rien dire, vous allez dire je ne comprends pas. Parce que si vous apprenez le chinois, vous allez comprendre ce que dit ce monsieur qui parle le chinois. Eh bien dites la même chose avec une œuvre d'art, ne dites pas ça ne veut rien dire, mais essayez de comprendre ce qu'elle veut dire, et quand elle dira ce qu'elle dit, que vous l'aurez vraiment compris, vous aurez le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Regardez avec Christo et l'emballage là le succès populaire que ça a eu est absolument incroyable. Oui, et c'est tant mieux, parce que c'est un grand artiste. Mais en même temps, Bertrand Lavier qui nous fait une guitare électrique avec une moto pour célébrer Johnny, ça c'est kitschissime. Donc le problème, c'est pas pour ou contre l'art contemporain, c'est dans l'art contemporain. Pourquoi peut-on être pour Christo et contre Lavier, qui est quand même un grand artiste, hein, Lavier. C'est pas moi, j'ai cru que c'était un élève de BTS qui avait fait ça pour pas cher, quoi. Quand j'ai su que c'était Bertrand Lavier, je me suis dit mais c'est une plaisanterie. Cette Harley Davidson au bout d'un manche de guitare. Enfin, je dis vraiment, c'est une blague de potage. Non, pas du tout. Donc plutôt que d'être dans le contre, et beaucoup sont contre. Par exemple, Luc Ferry, on va avoir un débat amical là-dessus, mais Luc Ferry pense qu'il n'y a plus d'art depuis l'art contemporain. Comment fait-on pour dire, mais attendez, il va falloir que vous écoutiez de la musique contemporaine. La musique, il y a des gens qui me disent, mais moi j'écoute de la musique moderne, j'écoute Debussy.
Vous plaisantez ou quoi? Et alors après Debussy, il y a un truc un peu flou qui s'appelle Boulez. Boulez du Tilleux. Alors même pas du Tilleux, parce que là, s'ils savent qu'il y a aussi du Tilleux, ils sont un peu sauvés. Et ils disent, mais Boulez, vous vous rendez compte, argument que tient André Comte-Sponville, par exemple, il dit on peut pas siffler Boulez sous la douche. D'abord, ça se siffle. Absolument. Ouais, mais ça, j'esquisse, je peux siffler. Si André Comte-Sponville veut me voir sous la douche, il m'entendra siffler du Boulez. Mais c'était déjà l'argument des formalistes russes qui disaient à Gide, au moment de son voyage en URSS, que effectivement la musique de Shostakovich ne pouvait pas se siffler, ce qui est totalement faux. Ça se siffle encore plus facilement que Boulez d'ailleurs. Mais quand les arguments sont ceux-là, vous dites mais c'est quand même terrible. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est fixé à c'est quand même Webern, même Stockhausen, enfin je veux dire Berg, Webern ou Schoenberg. On se dit mais c'est quand même très ancien. Je suis très ami avec Éric Tanguy, aussi Pascal Bussapin, enfin, Mantovani, et tant d'autres. Et on se dit, mais pourquoi on les défend pas? Pourquoi on les aime pas? Pourquoi on les écoute pas? Ils sont défendus, ils dans un petit monde. Ils ont des subsides de l'État quand même, évidemment, pour pouvoir composer. Oui, oui. Mais pas tous. Et pour avoir les subsides, il faut faire partie, il faut avoir la carte, comme dit mon ami Éric Tanguy. Il y en a quand même certains qui sont très subventionnés par des grands patrons du CAC 40. Oui. Mais est-ce que vous comprenez quand même, pour revenir sur l'exemple de Christo, il y a des gens que ça dérange parce qu'ils trouvent ça laid, comme vous trouviez la guitare et la moto laide. Et il y a des gens chez qui en fait il y a des ressorts un peu plus profonds qui ressortent. Ils se disent en fait ce qui est terrible, c'est qu'on nous demande d'aimer, on nous somme un peu d'aimer cette nouvelle forme d'art, alors que nos jeunes générations sont même pas sensibilisées à l'art classique, à des choses qui se paraissent un peu élémentaires et qui sont, si vous voulez, constitutifs de notre histoire, de notre civilisation. Il y a beaucoup de gens pour qui il y a quelque chose, il y a un peu de ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, je comprends bien, mais en même temps vous avez raison. Mais moi je faisais ça avec mes élèves. Vous savez, tout le monde connaît la peinture de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud. Jadis, il y avait des bons points, c'était toujours l'image qu'on nous donnait. Et je montrais ça à mes élèves en leur disant, c'est de la peinture ça, oui. Vous comprenez, oui, etc. Je dis, mais je vais vous montrer pourquoi vous ne comprenez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas saisir toute cette peinture. Je dis, vous avez vu, il a un talon rouge. Pourquoi il a un talon rouge? Il y a un escalier, il est sur la 3e marche. Pourquoi la 3e marche? Il est vêtu d'hermine. Pourquoi l'hermine? Il y a un grand rideau pourpre derrière. Pourquoi rideau pourpre, etc. Puis je leur ai expliqué, la pourpre, un coquillage rare. Donc évidemment, quand c'est rare, c'est précieux. Donc c'est le signe du pouvoir et de la puissance. Enfin bon, je racontais tout ça, je décodais cette peinture et ils me disaient, ah mais on la voit mieux. Oui. Et bien je leur dis, on va faire la même chose avec la fameuse Pissotière de Duchamp. Je vais vous expliquer parce qu'elle est tout autant conceptuelle que la peinture de Hyacinthe Rigaud. Donc vous avez raison. Sur l'abandon de la culture classique, parce qu'on a aussi l'impression maintenant qu'il n'y a plus que ça à regarder. Duchamp, c'est de la culture classique. Alors maintenant, c'est devenu de la culture classique. Effectivement, bon, c'est le propre de toute la culture de devenir un jour classique. Non, mais le ready-made a plus de 100 ans. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les gens qui nous font du ready-made aujourd'hui, ils ont l'impression d'être modernes, ils font un truc qu'on faisait déjà il y a 100 ans. Vous imaginez un petit peu si Monet avait dit « mais moi je fais ce qui se faisait 100 ans en amont ». Ça n'a aucun sens. Heureusement que 100 ans après Poussin, on ne peint plus comme Poussin. Donc il y a juste un moment donné où c'est faux, révolutionnaire, extrêmement subventionné. Ça, vous avez raison de poser le problème, parce qu'on souffre de ça. Parce que d'un côté, il y a le patrimoine historique qui tombe en ruine, oui. Et de l'autre côté, on voit il y a un vrai paradoxe. Ça peut être troublant quand même de voir cet art contemporain qui est très subventionné. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas des priorités à restaurer, ce qui touche à nos racines, en fait? Il faut faire les deux. C'est-à-dire que si, moi je me bats dans mon village pour restaurer le porche roman de cette église qui s'effrite, qui part en morceaux, évidemment ce sont les privés qui font ça. Il faut trouver de l'argent chez les privés. Mais en même temps, si on dit mais on va faire une priorité, c'est souvent ça. La gauche, priorité à la création, on laisse tomber le patrimoine. La droite, priorité au patrimoine, on laisse tomber la création. Il faut les deux. On peut pas imaginer qu'il y ait l'un sans l'autre. Donc il faut trouver de l'argent, de la défiscalisation. Le système américain n'est pas si mal que ça, très, très protestant. C'est-à-dire que le rapport, il est direct avec Dieu, donc on n'a pas la possibilité, avec des indulgences, d'acheter son paradis. Donc il faut donner de l'argent, c'est pourquoi ils ont les meilleurs hôpitaux, ils ont les meilleurs musées, ils ont des compositeurs extraordinaires, ils ont des écoles dans lesquelles on fait des choses fantastiques. Ça, c'est une politique qu'il faudrait avoir en évitant, justement, de choisir le patrimoine contre la création ou la création contre le patrimoine. Il faut les deux. Parce que ça s'inscrit dans une longue durée. Et moi, j'ai fait, par exemple, dans un jardin de réinsertion, on faisait tous les ans, je m'en suis occupé régulièrement, enfin, un concert, et on jouait une sonate de Boulez. Mais vraiment, je vous assure, on avait un magnifique piano, mais c'était sur des palettes, etc. Et c'était pas gagné, a priori. On démontait la sonate, on la remontait, on l'expliquait. Et je vous assure que des gens sans préparation finissaient par trouver du goût à cette musique, qui n'est pas simple. Les sonates de Boulez, c'est pas ce qu'il y a de plus simple chez Boulez. Mais je crois à l'éducation, et à l'éducation populaire, et l'éducation nationale ne fait pas ce travail-là.
Et les sonates de Beethoven sont pas mal aussi. Ah, je ne vous le fais pas dire. Il faut les construire et les déconstruire. Merci beaucoup, Michel Onfray, d'être venu nous parler de ce livre, Les raisons de l'art, une initiation à l'art de Lascaux à Koons, aux éditions Albin Michel. C'est absolument formidable, je le recommande à nos auditeurs. Il y a tout, le vérisme, l'édification, l'allégorie, la ressemblance, la réaction, l'abstraction, la conceptualisation. Vous avez une période préférée peut-être dans toutes ces périodes-là? Toutes les œuvres d'art m'émeuvent. Je vous assure. Alors, il y en a que j'aime. Que ce soit l'art africain, les peintures rupestres j'ai eu la chance de voir Lascaux, j'ai eu la chance de voir Kosker, et ça a été des grands moments d'émotion dans ma vie. Et mais même des petits maîtres, je dirais, ça m'émeut tout le temps. Et puis, il y a des choses que j'aime pas. Jeff Koons, par exemple, j'aime pas. Mais je peux aimer d'autres choses de Jeff Koons. Il faudrait que je réfléchisse pour pouvoir vous dire lesquelles. Merci. Vous reviendrez. On aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, Michel Onfray, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Louis de Ragnel. On se retrouve demain à 18h pour Punchline. D'ici la bonne soirée sur Europe 1. Tout de suite, c'est Mouloud Achour pour Verven Underground. Bonne soirée sur notre antenne. Europe 1.